Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo bonus. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce dont on n'avait pas parlé la semaine dernière et qui était dans le programme. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo bonus, je vous invite à aller la voir. Rien ne sert de regarder celle-ci si vous n'avez pas vu la première partie. Alors, je vous ai dit que on pouvait créer des aperçus a posteriori, mais je me rends compte que j'ai quand même assez peu parlé des aperçus. Alors vous savez désormais, parce que je vous l'ai assez répété, que ce que vous voyez ici à l'écran, ce n'est pas votre photo à part entière, mais c'est un aperçu de votre photographie. Ici, à l'importation, vous avez la possibilité de créer des aperçus, et ces aperçus sont de qualité différente, on le voit ici. On a la possibilité de se mettre en minimum, en fichier annexe incorporé, en standard ou en 1 pour 1. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ces aperçus, à quoi ça sert, et en gros comment on peut les utiliser. Bon, les premiers, ce sont les aperçus minimum. Ils sont utilisés par Lightroom uniquement dans les vignettes du module développement et du film fixe. Ils ne sont donc utilisés que temporairement par Lightroom, parce que Lightroom crée automatiquement par la suite des aperçus standards pour ces vignettes. Ce sont des tout petits fichiers qui sont créés par l'appareil photo. Et c'est un tout petit JPEG. Donc voilà, donc c'est pas terrible. Et ici, à l'importation, il n'y a aucun intérêt à mettre le minimum. Aucun intérêt. Le fichier annexe, c'est exactement la même chose. C'est aussi un fichier qui est créé par l'appareil photo, c'est juste qu'il est en général un petit peu plus gros. Bon, ça se fait pas grand mal, mais il est un peu plus gros. Et enfin, on arrive à l'aperçu standard, qui lui aussi est un aperçu, qui est utilisé par Lightroom pour les petites vignettes et aussi vignettes de visualisation sur le côté, toutes les vignettes possibles et imaginables. Le mode grille, donc dans le mode grille c'est pareil, c'est ces vignettes là. Le film fixe, l'onglet navigation, le mode loop, voilà, à partir de. Enfin, quand vous zoomez pas dans l'image, c'est un aperçu standard. Après un certain niveau de zoom, il faudra un aperçu 1 pour 1, on va y arriver. En revanche, c'est un aperçu qui est de plus grande taille que ce qu'on a vu auparavant, mais c'est pas encore suffisant pour pouvoir zoomer dans l'image, hein, ça vous l'avez compris. Alors oui, on peut toujours zoomer dans l'image, ça vous l'avez vu, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardons par exemple, alors ça va me permettre peut-être d'aller vous montrer autre chose. On va aller dans bibliothèque, puis ensuite dans les aperçus, et ici on va supprimer les aperçus, supprimer les aperçus 1 pour 1. Voilà. Alors ici, on a supprimé l'aperçu 1 pour 1 juste pour cette image. Et vous voyez que quand on zoome, ici, on a un chargement. Alors moi, j'ai une machine qui marche très très bien et qui va très très vite. Donc on le voit. Alors là, l'aperçu 1 pour 1 a été créé. Il a déjà été créé par Lightroom. Parce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est-à-dire que là, je vais zoomer 10 fois, il chargera plus. Mais quand vous avez une machine qui est pas très 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 performante, eh bien vous allez zoomer dans l'image et il se trouve que vous allez attendre 1, 2 ou 3 secondes avant d'avoir l'image à pleine résolution. Et ça en fait c'est parce que Lightroom va communiquer avec le fichier et avec l'aperçu pour pouvoir afficher l'image à sa pleine résolution. Si vous avez juste un aperçu standard, eh ben vous allez attendre à chaque fois que vous allez devoir zoomer dans une image, et dès que vous allez travailler dans des images un peu lourdes, eh ben ça va définitivement vous poser de gros problèmes. Alors moi vous avez vu, j'ai zoomé dans l'image une première fois, ça a chargé, et une fois que c'était chargé, en réalité Lightroom avait déjà créé un aperçu 1 pour 1. Donc voilà, donc c'est très rapide. Et maintenant, à chaque fois que je vais zoomer dans l'image, j'aurai plus besoin d'attendre. Je serai toujours au maximum, donc pas de souci. Mais quand vous avez une machine, notamment un ordinateur qui est un peu lent, bah ça va vous ralentir à mort et pour travailler, ça va être compliqué. Alors moi, ce que je vous conseille à l'importation, c'est bien sûr d'utiliser des aperçus 1 pour 1, puisque de toute façon, Lightroom va les créer à un moment donné. Sauf que si vous les créez pas, on va dire à l'importation, il va les créer pendant que vous travaillez, et ça peut ralentir sérieusement votre travail, et en tout cas les performances de votre machine. Donc faites l'effort de faire des aperçus 1 pour 1, comme ça une fois qu'ils sont faits, et on n'en parle plus, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous pourrez zoomer à 100% dans votre image, ou même au-delà, et vous n'aurez pas besoin de chargement. Lorsque vous faites cela, lorsque vous créez des aperçus 1 pour 1, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Lightroom va également créer des aperçus standards et des aperçus minimum pour les petites vignettes. C'est pour cela qu'on utilisera d'ailleurs souvent, c'est ce qui est conseillé par le site d'Adobe, alors je vais faire annuler,
d'utiliser des aperçus standards les plus petits possibles. Paramètres du catalogue. Et ici, dans la taille des aperçus standards, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu. Voilà, et bien ici, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, on essaiera d'y mettre les plus petits possibles pour justement ne pas faire ramer notre ordinateur, notamment quand on est en mode grille, où on a vraiment une tonne et une tonne d'aperçus à afficher, et ça peut ralentir sérieusement votre Lightroom. En ce qui concerne les aperçus 1 pour 1, je vous conseille de les mettre sur 30 jours avant effacement. Alors, là c'est pareil, il y a beaucoup de, on va dire, il y a énormément d'écoles différentes. Il y a des gens qui vous diront non, ça sert à rien après un jour de conserver des aperçus 1 pour 1 parce que on revient rarement quand on a une utilisation professionnelle le jour d'après sur une photo. D'autres vous diront bah non, pour moi le rythme le plus intéressant c'est après une semaine parce que des fois je reviens au bout de 2 ou 3 jours sur des photographies ou sur un shoot. Moi je préfère les supprimer après 30 jours. Donc c'est automatique et c'est régulier, donc c'est quand même assez intéressant d'utiliser cette méthode. Et après, il y a les puristes qui, eux, vous disent non, non, il faut absolument ne jamais supprimer vos aperçus 1 pour 1 et régulièrement le faire de manière manuelle. Donc ensuite, on a les aperçus dynamiques. Alors les aperçus dynamiques, comment peut-on en créer? En cliquant ici sur le petit logo de l'état, on va dire, de la photographie. Et ici, voilà, on nous propose de créer un aperçu dynamique. Il y a d'autres façons, comme tout à l'heure, bibliothèque, aperçu, et enfin, créer des aperçus dynamiques. Ici, on aura la possibilité de le faire pour juste cette photo ou toutes les photographies. Donc on vient de voir comment on pouvait les créer, mais on ne sait pas tellement à quoi ça sert. Bon, l'aperçu dynamique permet de travailler sur des photos, même si elles ne sont pas présentes sur l'ordinateur ou sur un disque externe qui pourrait être donc connecté à celui-là. Cela ravira donc les utilisateurs d'ordinateurs portables, qui pourront donc continuer à travailler sur leurs photos, même si le catalogue est sur une machine qui ne contient pas non plus les photographies. Vous pouvez embarquer par exemple un catalogue sur une bécane, on va dire portable, pour pouvoir travailler en vacances, dans un train, etc. Peu importe. Donc vous pouvez même exporter vos photographies sans aucun problème à partir du moment où vous avez les aperçus dynamiques. Alors l'aperçu dynamique, il doit être créé, c'est assez gros. Si vous travaillez sur une bécane fixe comme moi, que vous ne mettez pas vos photos sur des disques durs externes, inutile de créer des aperçus dynamiques. Ils sont effectivement présents sur votre ordinateur, donc attention, c'est pareil, les créer c'est bien, mais de temps en temps il faut aussi les effacer. Donc vous trouverez ça dans le dossier Lightroom, alors pour ça on peut éventuellement aller dans paramètres du catalogue, paramètres du catalogue, et puis aller ici dans général, puis si je dis pas de bêtises dans afficher, ça va aller plus vite que d'aller chercher directement. Donc on est dans Windows, mes images, et ici catalogue, donc là on va se concentrer sur le catalogue B2C, et ici, donc voilà, on a les Smart Preview. Les Smart Preview, ce sont effectivement ces aperçus dynamiques, et ici on voit les previews, donc tout ça, ce sont nos aperçus 1 pour 1 et autres. Attention, donc là normalement on devrait avoir quelque chose de très petit, voilà 5 MO, donc en gros on n'a rien là-dedans. Mais ces dossiers peuvent faire plusieurs gigaoctets, donc attention, c'est pareil, c'est un peu comme les backups, de temps en temps, allez supprimer des backups. Le backup, c'est quoi? C'est la sauvegarde de votre catalogue, et à chaque fois que vous allez quitter Lightroom, il va vous proposer de sauvegarder, et si vous sauvegardez, donc pensez de temps en temps aussi à supprimer les aperçus dynamiques si vous n'en avez pas besoin, ou ne pas les créer si vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc c'est pareil, c'est comme les sauvegardes du catalogue, de temps en temps, faites un peu le ménage. Parmi les recommandations d'Adobe, il vaut mieux laisser tous les dossiers que je viens de vous montrer, donc, dans le même dossier. Alors, c'est pas obligatoire qu'il soit toujours dans mes images et dans le sous-dossier Lightroom, mais si jamais vous décidez de séparer, par exemple, les previews, les Smart Previews ou le catalogue de ce même dossier, ça peut ralentir Lightroom. Donc, les recommandations d'Adobe, c'est de laisser tous ces fichiers dans le même dossier. Et maintenant, on va parler du dernier terme que je voulais aborder, et c'est le mode connecté. Très souvent aussi utilisé en studio, pour des raisons évidentes. Cela peut être très pratique dans certaines conditions, et à peu près dans le même, on va dire, état d'esprit que ce qu'on a vu tout à l'heure. Le mode connecté, c'est quoi? C'est la même chose que l'exportation, l'importation automatique, dans l'idée, on va dire, même si c'est deux applications différentes, ça peut servir pour les mêmes choses.
La capture en mode connecté vous sert en réalité à connecter un appareil photo à votre ordinateur et de pouvoir le déclencher depuis le PC et surtout pouvoir justement visionner instantanément vos photographies. La seule différence avec l'utilisation que l'on peut avoir de l'importation automatique, eh ben, c'est que ça se fait pas sans fil, mais là du coup en filaire, puisqu'on va connecter avec un câble USB son appareil photo. Donc comme je viens de vous le dire, il faudra connecter votre appareil photo sur votre ordinateur via un câble USB qui normalement est fourni avec l'appareil. Ensuite, vous allez dans Fichier, puis Capture en mode connecté comme je viens de le faire. Alors le nom de la session, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le nom que vous voudriez donner au dossier d'origine des photographies. Par exemple, je sais pas, vous faites un shoot en studio, ici vous allez marquer studio, ça peut être la date, ça peut être le thème, ça peut être... Tout dépend de votre méthode de rangement, on va dire. Ensuite, vous avez la forme que prendra le nom de vos fichiers, comme tout à l'heure, comme d'habitude. Donc là, pareil. La destination, c'est la même chose. C'est comme tout à l'heure, c'est l'endroit où vous voudriez importer vos photographies. Donc là, pas de souci. Ensuite, c'est comme tout à l'heure, les mots-clés, les métadonnées, pas de souci là-dessus. Vous pouvez aussi ajouter vos photographies directement à une collection. Moi, dans ma méthode de tri, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Alors ici, on s'est réglé dans le bureau, comme ça sera plus simple. Je vais faire OK, et ici on voit donc qui est apparu une petite barre. Voilà, donc je vais quand même allumer mon D800 pour vous montrer. Voilà, donc là, l'ordinateur vient de le reconnaître. Il s'affiche ici, donc pas de souci. On voit qu'on a nos réglages qui s'affichent ici. Alors, c'est pas modifiable depuis le logiciel, mais on voit que, par exemple, si je descends ma vitesse, vous voyez à l'écran, eh bien, que ma vitesse change. Donc, pas de souci. Voilà, et le bouton sert simplement à déclencher. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai laissé le cache sur mon optique, donc forcément, ma photo est toute noire, ce qui est logique, pas de souci là-dessus. Et voilà, alors ici vous avez la possibilité de mettre des paramètres prédéfinis, encore une fois, à part les user presets, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Je fais un point rapide sur les raccourcis, si vous appuyez sur Alt, et en même temps que vous allez, vous voyez la petite croix se change en moins, ici vous avez la possibilité de réduire considérablement la taille de ce petit cartouche, on va dire. Pareil, vous appuyez sur Alt pour... le faire revenir. Vous avez CTRL-T pour l'enlever ou le remettre. Et bien sûr, la touche F12 qui vous permet, comme vous pouvez l'entendre, de déclencher à nouveau. Voilà, alors je passe assez rapidement sur le mode connecté. Pourquoi? Parce que ça a déjà été vraiment très bien traité sur Internet. Je pense notamment à la vidéo de Sébastien Roignan qui est beaucoup plus approfondie que ce que nous venons de voir là. Même s'il dit pas forcément beaucoup plus de choses que moi, il va quand même plus au fond des choses, notamment là-dessus, il montre des choses. Donc voilà, j'ai pas envie de répéter des choses qui ont déjà été dites 1000 fois sur le net. Donc si ça vous intéresse, si vous avez vraiment envie d'utiliser ce mode connecté, ce que je viens de vous donner vous suffit largement. Si vous voulez être des spécialistes du mode connecté, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Sébastien Roignan, donc sur F1.4, il n'y a pas de problème, tout le monde peut trouver, avec les mots-clés qui vont bien. Voilà, cette vidéo bonus est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses. On apprend toujours des choses sous Lightroom de toute façon. Que ce soit Lightroom ou Photoshop, il y a quand même déjà beaucoup de choses à apprendre sur ce genre de logiciel. J'ai pas fait le tour complet de ce logiciel. Pourquoi? Par exemple, j'ai pas parlé de la détection des visages. J'ai pas parlé d'un certain nombre de modules. C'est souvent volontaire. C'était fait aussi pour pouvoir avoir une formation compacte et surtout quelque chose on va dire, de gérable, et surtout de ne pas se disperser sur des choses qui pourraient être vraiment pas du tout utiles. Je pense notamment à des modules comme le module carte ou le module web, qui vraiment vont intéresser quasiment personne, voire même le module livre. Si vous n'avez pas l'intention de bosser avec Blurb, ça sert absolument à rien d'en parler, rien d'extraordinaire, et surtout c'est des modules qui, à mon sens, sont vraiment gadgets dans Lightroom. L'outil du photographe, ça reste avant tout le module bibliothèque, le module développement, importation, exportation. Et pour les photographes qui vraiment, on peut sans s'énerver, au moins passer 40 ou 50 heures de formation sur un logiciel comme Lightroom, qui paraît simple et qui pourtant est très vaste. Et si on veut en utiliser 80 ou 90%, il faut vraiment se former là-dessus. Ma formation est assez courte et très condensée. C'est 3h30, 4 heures de formation. Donc il est évident que je ne peux pas parler de tout.
Voilà, on n'a pas parlé de certains modules, on n'a pas parlé des choses qui me paraissaient un petit peu futiles, la détection des visages, tout un tas de choses qui sont apparues par exemple avec la dernière version de Lightroom. On peut faire tout un tas de choses maintenant, on peut faire du panorama sous Lightroom, on peut faire vraiment des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Plein de trucs qui me paraissent un petit peu gadget. J'ai mis sur Facebook ma technique pour utiliser le deuxième écran. Donc on peut aussi utiliser un deuxième écran parce que moi j'utilise deux écrans quand désormais, c'est vrai que je le faisais pas avant, mais depuis quelques temps j'utilise deux écrans pour traiter mes photographies. Donc j'ai un deuxième écran sur lequel je vais afficher en règle générale le mode grille. Et donc j'ai mon mode grille d'un côté, donc sur l'écran du dessus, et mon mode loop en dessous. J'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ces petites flèches qui nous permettent d'utiliser Lightroom comme un navigateur. Ça c'est le mode grille toujours. J'ai pas parlé d'un certain nombre de choses, je suis obligé de sélectionner. Ne pensez pas que c'est des oublis ou que c'est des choses que je ne sais pas forcément. En tout cas, c'est des choses que j'ai décidé de mettre de côté parce qu'il faut bien qu'il y ait un début et une fin. Et clairement, cette formation Lightroom pourrait durer 6 mois sans aucun problème avec une vidéo par semaine. Et c'est pas le but. En tout cas, le but c'était de vous donner un maximum de choses en 7-8 vidéos. D'ailleurs, cette vidéo bonus du coup a été scindée en deux parties parce que il y avait tout ce dont j'avais pas parlé, il y avait des choses dont j'avais vraiment envie de parler et du coup ça commence à s'éterniser. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Si vous n'avez pas appris beaucoup de trucs, mettez quand même un petit pouce en l'air, ça m'aide à continuer, ça m'encourage surtout. Surtout, faites de la pub, essayez de partager cette formation parce qu'elle est assez complète, il faut être honnête. Il n'y a pas grand chose comme ça qui existe sur le net de manière gratuite. On trouve beaucoup de formations Lightroom sur pas mal de chaînes YouTube, mais le problème c'est que c'est souvent comment faire le tri de ses photos, comment faire ceci, comment faire ça. C'est extrêmement ciblé et il n'y a pas vraiment de notice complète comme ce que j'ai essayé de faire, donc n'hésitez pas à partager ça sur le net. À partager les vidéos, déjà moi ça m'encourage, ça me donne envie de continuer et surtout ça va aider beaucoup de gens à se servir du logiciel. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude à mercredi, puis d'ici là n'oubliez pas de partager. Ciao ciao.